Très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, merci d'être là. On espère qu'on va passer un super moment avec Monsieur qui va nous élever. C'est le terme que je trouve approprié. S'élever à vos côtés. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je vais essayer modestement d'y contribuer. Si- Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais en tout cas, ce que je promets, c'est que je vais me prêter totalement au jeu. Tout à fait. Puis, bien entendu, en espérant que les questions, les contributions et les commentaires des uns et des autres trouveront, je dirais, une base de réponse. En Tout tout à fait. cas, en ce qui me concerne, ce sera avec beaucoup de plaisir. Super, super. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Entourage, dans quelques minutes, je vais présenter Entourage, hein, mais en termes de format, juste pour préciser le format, on est ensemble pour un échange d'environ 1 heure et demie qui va être cadencé d'abord par une keynote de Monsieur Kier sur une thématique sur laquelle on a communiqué. Et ensuite, on va passer sur un exercice un petit peu de grill. Je sais que les experts jugent que c'est un exercice où on vous met sur le grill, où on vous interviewe pour vraiment vous tirer les verres du nez, pour vraiment comprendre derrière vos méthodologies, vos stratégies, les résultats que vous avez eus, les erreurs que vous avez commises, les leçons à tirer pour nous qui voulons reproduire la même trajectoire. Et tout ça derrière, nous, on vous le documente sous forme d'études de cas pour la communauté Entourage Plus. Voilà un petit peu comment l'échange se passera. Et bien sûr, à la fin, on présentera la collaboration entre la Fondation Future Africa et Entourage. Pour ceux qui veulent échanger en tête-à-tête avec Monsieur Kier, je vous dirai à la fin de la session comment ça se passe. Très bien, on commence à voir beaucoup de monde qui se connecte. On va démarrer dans exactement 1 minute pour laisser le temps au dernier retardataire de nous joindre. On démarre dans 1 minute. Je regarde encore un petit peu le chat, beaucoup de Côte d'Ivoire. Merci, mesdames et messieurs, merci d'être là. Je dis mesdames, parce que tout à l'heure, je disais à monsieur qui, en termes de statistiques, on n'a eu que 20% de femmes qui sont connectées. Et je demande encore à nouveau, est-ce que c'est réel, est-ce que ça reflète votre secteur, 20% de femmes? Je ne sais pas si c'est lié au secteur ou au sujet qui va être débattu ou en tout cas au thème qui a été choisi. C'est vrai que les questions économiques ont tendance à être une espèce de repoussoir pour certains parce que perçu comme trop compliqué et trop complexe. Tout à fait. En ce qui me concerne, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible Hmm. Démystifier. pour bien montrer que c'est accessible à tout le monde et que justement, il y a vraiment toutes les raisons pour s'y intéresser. Très bien. Donc, on va démystifier un petit peu tout ça alors. Très bien. Absolument. Parfait. Mais je pense qu'on va démarrer. On va démarrer. Les retardataires nous rejoindront, pardon. Alors, pour démarrer, dans quelques instants, je vais arrêter mon partage d'écran. Il y a un petit exercice de brise-glace qui dure 3 minutes chrono, auquel on aime bien soumettre les experts, les panélistes. Monsieur qui, si vous voulez bien jouer le jeu, c'est un petit exercice qui permet aux participants de découvrir nos invités sous un autre jour. En dehors derrière la bio Wikipédia qu'on peut trouver, on a 3 ou 4 questions très simples avec des réponses très simples pour vous voir sous un autre jour. Ça vous va? Parfait. Let's go. Première question. Monsieur qui est, si on, quel mot, un seul mot pour vous définir? Et pourquoi ce mot-là? Peut-être humilité. Humilité. Et Alors, pourquoi? pour une raison très simple, je pense qu'il faut, enfin, ma philosophie de vie, c'est qu'il il faut rester vraiment les pieds sur terre. Il y a rien qui justifie de s'imaginer autrement qu'un humain qui, à un moment dans sa vie, va être obligé et amené à interagir avec d'autres, essayer de créer une histoire et de la bâtir, essayer de laisser quelque chose derrière soi. Dans cette dynamique-là, euh, il faut prendre la mesure que, voilà, on n'est que des humains et il faut rester très humble par rapport à ça. Très bien. Humilité. Que des humains. Très bien. Ma deuxième question pour vous, monsieur Kier.
quelle est la principale leçon apprise durant votre parcours, s'il n'y en avait qu'une seule à retenir? Ouh, non, rien n'est donné. Et il faut toujours aller chercher. Ça, franchement, c'est peut-être la chose qui a caractérisé mon parcours professionnel. Euh, je suis toujours allé chercher. J'ai rien attendu. J'ai pas. Ça, il y a une phrase qui m'a choqué, enfin, qui est restée dans mon esprit, hein. J'étais en sixième. Je crois que j'ai, j'ai eu une très bonne note au premier trimestre en anglais parce que j'avais, je pense, une très très bonne base. Euh, Mon professeur à l'époque a écrit en commentaire, vous savez, dans les appréciations, Charles a tendance à s'endormir sur ses lauriers. Je pense que il n'imaginait pas à quel point, pour un enfant de 10 11 ans, un commentaire comme ça pouvait changer la vie. C'est Ça ça. veut dire que rien n'est acquis, il faut aller chercher. Il faut toujours aller chercher, Même aujourd'hui encore. même aujourd'hui. Peut-être plus encore aujourd'hui. Certainement. Je travaille, je pense, aujourd'hui, peut-être 2 fois plus que je ne l'ai fait par le passé. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Il faut continuer. Très bien. Troisième question pour vous. Quel conseil vous donneriez à Charles qui est d'il y a 30 ans? Waouh! Il y a Alors, 30 ans, vous... il y a 30 ans, donc on est en 2025, donc c'est 30 ans, 95. Écoutez, je pense que j'ai fait des choix pour ma carrière que j'ai totalement assumé. Que j'ai totalement assumé. Euh, Mais c'est marrant parce qu'une des questions que je me suis posée il y a 30 ans, c'était est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Vous savez, l'Afrique, quelquefois, nous donne quelques leçons, quelques, quelques sources de préoccupation, la volatilité politique, l'environnement dans lequel on est, etc. Et je me suis demandé pendant longtemps si je devais partir ou rester. Donc peut-être ce qui aurait changé, ça aurait été ma trajectoire internationale. Peut-être que je serais allé beaucoup plus loin, beaucoup plus tôt. Mais bon, en réalité, je ne crois pas que j'ai beaucoup de regrets par rapport à la trajectoire que j'ai eue jusque-là. Oui. Donc, le conseil, ce serait continue sur la trajectoire sur laquelle tu étais alors. Non, en fait, j'aurais peut-être mis quelques opportunités supplémentaires. J'aurais Ah peut-être oui, bousculé un peu plus les choses que je l'ai fait. d'accord. Très bien. Et quatrième et dernière question. Si vous étiez un animal, vous serez lequel et pourquoi? Oh, ça, c'est une excellente question. Alors c'est pas parce que je suis ivoirien, mais je suis fasciné par l'éléphant. J'avoue que c'est un animal qui me fascine. Euh, à tout point de vue, hein, par, par sa taille, par sa capacité, notamment à gérer des relations sociales, même si on veut pas vraiment les appeler comme ça dans le monde animal, mais à gérer des relations sociales, à avoir quelque chose de très émotionnel en réalité dans son interaction avec ses pairs, quelque chose de très intelligent. Et je pense que c'est un animal qui est fascinant. Je pense que je m'assimile assez bien, bon, sans être aussi grand, à un éléphant. Très bien. Très bien. Normalement, je m'arrête à ça comme question, mais pour vous, je veux rajouter une dernière question parce que je sais qu'avec la fondation, vous travaillez dans les industries culturelles et créatives. J'aimerais Ouais. savoir quelle est la chanson que Charles Kié écoute aujourd'hui et pourquoi? C'est quoi votre chanson du moment? Waouh, c'est une question très intéressante. Euh, en fait, c'est une chanson de Sade qui s'appelle Baby Father, si je ne me trompe pas, parce que je l'écoute sans même me poser trop de questions. Euh, et en gros, dans cette chanson, on dit quelque chose comme euh, l'amour d'un père est une garantie à vie, en gros. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est dans la relation avec les enfants et avec les parents, euh, avoir la chance d'avoir de l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Très bien.
On a fini l'exercice de brise-glace. Qu'en avez-vous pensé Et, pour une entrée en matière? question intéressante. Ça promet pour la suite. Ça promet pour la Suisse. Super. Merci beaucoup, Monsieur Kier, d'être passé sous cet exercice. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Pour ceux qui ont raté le brise-glace, je résume. Monsieur Kier en quatre questions. Monsieur Kier, c'est l'humilité. L'humilité parce que c'est important pour lui de rester les pieds sur terre. Pour différentes raisons, pour laisser quelque chose derrière lui et parce que surtout, après tout, on n'est que des humains. Monsieur Kay, pour lui, la leçon principale qu'il a apprise de son parcours, c'est que rien n'est donné. Il faut toujours aller chercher. Et je pense qu'il y a une phrase de son professeur de sixième qui l'a un petit peu marqué en disant qu'il faut arrêter de se reposer sur ses lauriers. Donc, depuis ce jour-là, il va toujours chercher. Et enfin, s'il devait donner un conseil au jeune Charles Kiet il y a 30 ans, ce serait de bousculer encore plus les choses pour aller encore plus loin. Et enfin, en un si c'est un animal, monsieur qui sera un éléphant, déjà parce que c'est un Ivoirien, mais aussi parce que l'éléphant est imposant. Il a une manière assez fine de gérer les relations sociales et est très émotionnel dans son fonctionnement. Voilà, monsieur qui est en quatre questions. Est-ce que j'ai bien résumé? Et parfait. Je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. Très bien. Peut-être un petit mot sur l'initiative Entourage qui nous rassemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, je pense que c'est une superbe initiative. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui nous rejoignent sur ce call, vous savez, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, peut-être certaines personnes me découvrent ou me voient un peu plus souvent aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment pris cette option d'être dans le partage, dans, dans la transmission euh, et surtout aussi dans l'écoute, parce que dans cette relation-là, c'est très important de pouvoir écouter des commentaires, en recevoir, peu importe leur nature. Certains peuvent être virulents, d'autres moins. Mais là n'est pas la question. Je pense que ce qui nous a souvent manqué à nous d'une certaine génération, c'était peut-être des personnes qui, avant nous, auraient pu partager leur savoir, euh, partager justement certaines des leçons qu'elles ont apprises de la vie, pas forcément pour donner des conseils, mais pour ouvrir des perspectives à la jeune génération. Donc aujourd'hui, je suis dans cette dynamique-là et je pense que la fondation, que ce soit sur les questions d'éducation, que ce soit sur les questions euh, d'environnement, et notamment en ce qui concerne, je dirais, les problématiques de transition énergétique dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ou même sur les questions des ICC qui sont vraiment pour moi une passion, hein, ça vient de là. Pouvoir prendre du temps, m'ouvrir à des jeunes, euh, partager avec eux leur centre d'intérêt et peut-être leur donner quelques tips, comme on dit. C'est déjà extrêmement valorisant pour moi d'abord et valorisant, je l'espère, pour eux. Et donc, je suis dans cette dynamique-là et Entourage me donne cette opportunité. Et je le fais pour la fondation pour que justement, s'ils veulent bien y contribuer, que ça serve justement pour les générations futures. Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour ces gentils mots sur Entourage qui me permettent de prendre juste une minute pour présenter l'initiative Entourage parce qu'il y a plein de personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui à travers cette masterclass qui ne connaissent pas Entourage. Donc, mesdames et messieurs, je me présente. Je suis Raouda Taminou. Je suis la fondatrice d'Entourage. Et comme l'a dit Monsieur Kay, Entourage, c'est cette initiative qu'on a mis en place avec des experts de haut niveau en Afrique. Si vous qui nous écoutez, vous avez un projet ambitieux, un projet de votre carrière ou un projet même business ambitieux pour l'Afrique, et vous avez besoin de conseils fiables, ma réponse pour vous, c'est quoi? Arrêtez de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons les experts. À travers un entourage, on a pour mission de démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique. On vous a mis un petit échantillon de visages que vous reconnaissez certainement. C'est des personnes qui sont reconnues aujourd'hui comme les meilleures de leur domaine et qui ont pour vision et mission d'accélérer votre trajectoire en Afrique. C'est des dirigeants qui sont des devanciers, qui ont rencontré certainement les mêmes problèmes que vous rencontrez aujourd'hui et qui sont prêts à vous apporter les clés de leur succès et même parfois de leur échec pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs. C'est des experts décideurs, donc qui sont à la tête d'entreprise et qui peuvent vous mettre à disposition des opportunités. Ou c'est des experts également facilitateurs qui peuvent vous connecter à la bonne personne. Ça se passe sur www.entourage.africa, cette plateforme où vous pouvez trouver plus de 90 experts de haut niveau qui ont plus de 20 ans d'expérience en moyenne, qui ont travaillé dans plus de 35 pays sur le continent et qui couvrent à eux tous 30 secteurs.
Tout ça pour dire que peu importe votre besoin, on est quasiment sûr que vous trouverez le bon expert sur Entourage pour vous accompagner. Le lien est dans le chat pour regarder la plateforme et découvrir ces experts-là. Comment ça marche? C'est une plateforme qu'on vous a mis à disposition où vous réservez des appels vidéo payants de 30 minutes ou 60 minutes avec l'expert qui répond à votre besoin et vous pouvez lui poser vos questions en one-to-one pour obtenir des conseils personnalisés et développer votre carrière ou votre business en Afrique. Donc, ce sont des experts d'habitude inaccessibles auxquels vous allez dorénavant accéder pour leur poser vos questions. Vous repartez avec des conseils personnalisés et vous atteignez vos objectifs beaucoup plus rapidement et facilement en Afrique. Et ça marche déjà. Il y a plus de 300 clients qui nous ont fait confiance en un an et c'est des parcours transformés. Ils évaluent tous les jours nos experts après les sessions et ils en ressortent plus boostés et plus capables d'oser pour accélérer leur trajectoire en Afrique. Et pour aller plus loin, on a lancé récemment Entourage Plus, qui est une manière pour nous de vous aider à répliquer le parcours des vrais succès africains. À travers ces masterclass, on va vous décrypter étape par étape les stratégies, les méthodologies, les outils utilisés par nos experts pour que vous puissiez mieux comprendre comment ils peuvent vous aider, comment ils peuvent vous accompagner. Et si vous êtes prêt à échanger avec eux, vous pourrez aller sur Entourage. Donc, Entourage Plus, c'est votre espace de réussite en Afrique à travers des contenus premium de qualité qu'on vous mettra à disposition à travers une communauté de jeunes professionnels et entrepreneurs ambitieux avec qui networker, à travers des événements exclusifs qu'on vous mettra à disposition et surtout des live mentorats où vous pourrez venir en petit comité poser des questions à nos experts. Voilà un petit peu ce qu'on fait sur Entourage. On vous aide à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en Afrique. Et tous les samedis, un de nos experts joue le jeu et vient se connecter samedi à 10h GMT pour nous former, nous élever sur sa thématique d'expertise. Et ce samedi, c'est Monsieur Charquier qui nous fait l'honneur de venir nous partager sa connaissance sur la thématique financer la croissance économique en Afrique. Monsieur Kier, la parole est à vous. Très bien, je vous remercie. C'est vraiment pour moi un très très grand plaisir de partager avec vous ce moment. Alors, je vais commencer peut-être par contextualiser un peu mon propos. C'est vrai que la thématique de de cette keynote porte sur le financement de l'économie africaine. Euh, il y a deux éléments de contexte que je vais déjà préciser. Le premier, et c'est vraiment encore une fois par souci de je dirais, de modestie, je vais me permettre pendant ces 20 minutes de faire référence à l'Afrique, de donner peut-être quelques statistiques sur le continent, parce que ce sont des données économiques. Mais je suis toujours très prudent quand je me livre à cet exercice parce que, en réalité, quand on parle de l'Afrique, il faut être très, très modeste. L'Afrique est un continent très particulier. Et à la différence d'autres continents, même si on nous voit comme un seul, euh, il y a quand même 54 pays. C'est un continent qui est vaste. Il ne faut pas se fier à la façon dont la carte est présentée. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique pourrait contenir les États-Unis, la Russie, une partie de l'Europe, sans pour autant que euh, ça ne déborde. Et donc, le continent est très grand. Et devant 54 Afrique, euh, l'erreur à ne pas commettre, c'est de généraliser et de généraliser trop vite. Parce il y a de très grosses disparités. Les zones économiques ne sont pas forcément les mêmes. Les rythmes de croissance ne sont pas les mêmes. Donc, euh, prenez toujours avec une certaine réserve certains des chiffres que je vais donner. Mais pour les besoins de l'exercice, je vais quand même le faire et ce sera à dessein. Après, ils peuvent être challengés, mais je préfère mettre cette espèce de caveat au départ pour ne pas que demain on me dise, voilà, c'est la généralisation est un peu facile. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément de contexte, c'est que il se passe quelque chose d'extraordinaire en ce moment. J'en parle déjà depuis quelque temps, mais comme je dis, pour ceux qui pratiquent l'économie ou pour ceux qui sont dans le monde des affaires, ce qui se passe à l'échelle mondiale aujourd'hui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, on nous a tous nourris pendant longtemps avec beaucoup je ne dirais pas de dogmes, en tout cas de données sur le capitalisme, sur l'ouverture du monde. L'OMC a été créé pour le libre-échange. Euh,
On a fait en sorte que les capitaux puissent circuler librement d'un continent à un autre. Mais en ce qui concerne l'Afrique en particulier, on a fait en sorte que l'accès de ces capitaux étrangers vienne quelquefois challenger beaucoup de notre capacité en termes d'investissement local. Aujourd'hui, au contraire de toute cette philosophie ou doctrine, euh, beaucoup des pays qui ont initié et pensé et conçu les règles du capitalisme sont en train de revenir sur ces fondamentaux-là de façon, je dirais, très, 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 très importante et très, très déviante. Nous, Africains, en regardant cela, on doit s'interroger, on doit se poser les bonnes questions. Euh, on peut pas suivre les yeux fermés. On a le devoir de regarder ces choses-là avec beaucoup de recul et de scepticisme, et puis de se poser une question, mais qu'est-ce qui est bon pour nous finalement? Comment est-ce qu'on veut voir l'évolution de notre continent? Comment est-ce qu'on veut voir sa croissance économique? Et puis, comment tirer des leçons de ces changements sur des questions tarifaires, ces changements sur l'abandon de l'aide, etc. Et ça va être mon troisième point d'ailleurs, euh, pour que on commence à réfléchir notre développement de façon plus africaine, si je peux me permettre de parler comme ça. Parce que la question du développement économique, ça par contre, c'est universel. Mais comme vous voyez, chaque pays ou chaque zone économique choisit son mode de croissance. La Chine, l'Inde, le Japon à une certaine période, ou Singapour, on fait des choix qui leur sont spécifiques, mais qui rentrent bien dans un cadre tout à fait mondialisé. Il est temps peut-être que l'Afrique commence à regarder. Donc pour moi, c'est un deuxième élément de contexte, parce que ça a changé, et ça doit nous amener à réfléchir, et ça doit nous amener à repenser les choses différemment. Et troisième élément, ça c'est vraiment l'actualité toute récente. Vous savez, il y a eu beaucoup de suppression de dons à l'Afrique. Donald Trump a sonné le glas sur l'aide en général. Et malheureusement, l'Afrique est un des continents qui en a le plus pâti, ou qui continue d'ailleurs d'en pâtir. Et puis là, dernièrement, une couche a été rajoutée avec la suppression de l'AGOA. Euh, Drame pour certains de nos pays qui, pendant une bonne dizaine d'années, peut-être même un peu plus, ont structuré leur économie pour être essentiellement orientés vers les États-Unis, parce qu'il n'y avait pas de droit de douane, ou vers d'autres zones économiques, ok, quand en réalité, la problématique du commerce intra-africain se pose de façon criarde. Donc, pour moi, ces trois éléments de contexte doivent nous amener, enfin, à nous reposer les bonnes questions sur le plan économique. Et ce que je vais essayer de faire, parce que pour moi, le thème, la question du financement de l'économie, c'est en gros pour dire, bon, où est-ce qu'on veut mettre notre argent? Qu'est-ce qui devient aujourd'hui prioritaire, et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on commence à se creuser un peu les méninges pour avoir peut-être des voies innovantes pour y arriver? J'ai préparé quelques slides, pas tant pour les passer en revue, mais plutôt pour donner quelques éléments clés euh, de repères et autour desquels on va discuter. Et d'ailleurs, donc, Madame, cadrez-moi en termes de timing sur ces choses-là, parce que quand je commence, Ça marche. j'ai toujours un peu de mal à arrêter. Il n'y a pas de Donc, souci. je ne veux pas que ça se fasse au détriment De des, l'inter... des conversations très intéressantes que nous allons avoir par ailleurs. Donc, si vous permettez, je vais essayer de partager mon écran. Donnez-moi juste une seconde. Alors, voilà. On Donc, voit l'écran. j'espère que vous voyez l'écran. Ça fait, on voit l'écran, oui. Voilà, excellent. Alors, pourquoi est-ce que la question du financement et de l'économie, des économies africaines, ces questions-là sont importantes? J'ai mis ici un petit graphe avec trois données simples. Trois données simples. Et là, vraiment,
j'ai pris le temps de faire l'exercice du recul. Là, ce que vous voyez, c'est juste un graphe qui porte sur la période de 2018 à 2024. Mais si vous prenez encore plus de recul, commencez à partir de 1990. Sur la période 1990 à 2024, il se passe trois choses très simples auxquelles on ne fait peut-être pas attention. La première, c'est que sur cette période de trentaine d'années, l'Afrique a connu un taux de croissance qui est quand même relativement soutenu. Ok. On estime que ce taux de croissance sur la période a été peut-être d'un peu plus de 3%, 3,2, 3,3 en fonction des chiffres. On peut débattre sur où est-ce qu'on met le truc, mais un peu plus de 3%. Sur la même période, c'est quand même important de le mentionner, des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde ont connu des croissances beaucoup plus fortes. Et la Chine était à 6% quand toute l'Afrique combinée était aux alentours de 3%. Et l'Inde, quelque part aux alentours de 4-5%. D'accord? Mais, indéniablement, croissance économique qui creuse, d'ailleurs sur deux phases qui sont totalement différentes. Hein. On va prendre la période de 90 à 2000 et 2010 et ensuite la période d'après. Il y a eu une phase de croissance accélérée qui a connu une chute et qui est repartie, mais en moyenne, on est sur 3,5%, 3,2%. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur la même période, la croissance démographique de l'Afrique a été relativement importante. OK? Et si vous prenez la question de cette loi de croissance démographique, elle est quelque part aux alentours de 2,7% sur la période. D'accord? Euh, En comparaison à des pays comme la Chine encore, ou même comme l'Europe, la Chine a eu un taux de croissance de sa population de l'ordre de 0,5% sur la même période. Ce que ça nous dit, hein, que ce soit la Chine ou l'Europe, c'est que pendant que notre continent est en train d'avoir une croissance de sa démographie qui est très soutenue, ok, les autres parties du monde voient leur population décroître. Ça donne des signes pour l'avenir. Ce qui fait que quand on se met sur cette période-là, le PIB par habitant de l'Afrique n'est qu'en fait de 1%. Le PIB par habitant de l'Afrique, il n'est que de 1%. Quand les autres sont à 3, 4 ou quelquefois de façon exceptionnelle 5%. Donc la capacité d'inverser le cycle de la pauvreté sur l'échelle macro est forcément plus contrainte en Afrique qu'elle ne l'est sur les autres parties du monde. Et une des raisons objectives pour lesquelles cela est difficile à réaliser, c'est parce que beaucoup de nos besoins primaires en matière d'infrastructure ne sont pas satisfaits. Et s'ils ne sont pas satisfaits, c'est en grande partie parce que ces besoins-là ne sont pas financés ou ne sont pas correctement financés. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de financement, ce n'est pas trop pour parler du financement. Si on ne comprend pas pourquoi c'est une problématique, d'accord, euh, on peut déblatérer pendant encore une heure sur quel financement est mieux adapté. Mais la vraie problématique, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, si l'Afrique veut inverser de façon sérieuse son rythme d'amélioration des conditions de vie de ces populations, donc de leur enrichissement et donc de leur développement social, il y a de gros investissements à réaliser. Et donc, si on n'arrive pas à les financer, le deuxième élément d'ailleurs qui contraint, c'est l'intégration au niveau de l'Afrique. Et j'en parlais tout à l'heure. Les statistiques sont là pour nous les montrer. Dès qu'on parle de l'intégration africaine, intra-African trade, donc le commerce intra-régional en Afrique, alors il y a des chiffres qui volent, hein, 10%, 15%, 20%, OK, en fonction des zones.
Mais vous voyez que depuis 10 15 ans, on ne dépasse pas 20%. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont vous le voyez, les pays africains commercent plus avec des zones économiques qui sont hors de son continent qu'avec les pays ou les zones économiques qui sont à l'intérieur de son continent. D'accord? Et dès l'instant où ces échanges sont affectés par des décisions qui peuvent paraître peut-être iniques, mais qui peuvent paraître inadéquates, et notamment des choses comme cette décision sur l'AGOA, ça amène automatiquement à se demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'intégration en Afrique? D'accord? Si les mêmes facilités étaient accordées à l'Afrique, entre les pays africains, peut-être que les choses auraient été différentes. Et une des façons de régler cette problématique-là, c'est des infrastructures. Parce que c'est peut-être plus facile aujourd'hui, et ça, vous en avez sûrement dû faire l'expérience vous-même, hein, qui êtes sur ce col. C'est beaucoup plus facile de prendre un avion et d'aller à Paris parce que vous avez un vol direct que de partir de Kinshasa à Dakar ou même de Kinshasa au Caire. Voilà, je n'ai dit Kinshasa que parce que c'est le premier nom qui m'est arrivé en tête, mais j'en fais l'expérience ici tous les jours quand je veux partir d'Abidjan pour n'importe quelle partie du continent. Et ces problématiques infrastructurelles, si elles ne sont pas réglées, ne sont pas adressées, on va parler encore longtemps de nos problématiques de croissance, mais donc, pour moi, ça a été ça le sujet. Et aujourd'hui, le besoin a été quantifié. Pour les 10 prochaines années, ce n'est pas moins de 130 à 170 milliards de dollars qu'il faut investir dans les infrastructures. Pas moins. Il y a 10 ans, on était sur un ratio d'à peu près, on était sur une enveloppe d'à peu près 100 milliards. Aujourd'hui, on est en train de passer à 110 milliards et ça va augmenter. Et ça va augmenter pour une raison simple, c'est que la population continue de croître. Avec une particularité très africaine, c'est que à l'horizon de 2040, 50% de la population africaine sera dans des zones urbanisées. Et la pression sur les grandes villes va faire que si les infrastructures dans ces villes-là ne sont pas rapidement réalisées, ça va être un véritable casse-tête. Donc pour moi, voilà le sujet. D'accord? Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'aujourd'hui, ces besoins en investissement sont satisfaits? Sur les 170 milliards de besoins estimés, bon an, mal an, l'Afrique arrive à couvrir à peu près un peu plus de 50% de ce besoin. Aujourd'hui, on est passé à 80 milliards de dollars environ, ce qui signifie qu'on est encore sur une fourchette entre 50 et 100 milliards de dollars. Il y a encore quelques années, on était aux alentours de 50 milliards de dollars. OK? Et ces besoins-là sont dans des secteurs très simples que vous connaissez. Euh, les routes, pardon, je suis allé trop vite. Voilà, les routes, les ports, chemins de fer, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, l'intensification des réseaux numériques et de télécommunications, les problématiques d'assainissement, et ça, on les voit tous les jours dans nos grandes villes. OK? Et donc, tant que cette problématique-là du financement de ces infrastructures n'est pas adressée, on a un problème. Et trouver 80 à 100 milliards de dollars tous les ans est le sujet pour lequel... Alors, je vais me montrer un peu provocant là, ici, là, un peu provocateur. C'est un exercice que j'ai fait à 2 reprises, je vais le refaire ici aujourd'hui. Euh, Encore une fois, c'est volontairement grossi pour qu'on comprenne que à l'échelle macro de chaque pays, les choses peuvent être pensées différemment. Aujourd'hui, le PIB de l'Afrique, c'est 3 000 milliards de dollars à peu près. OK? 3 000 milliards de dollars, mais nos gouvernements pèsent sur chacun de nos États, donc en termes de déficit de budgétaire, dans des proportions à l'échelle de l'Afrique qui varient entre 5 et 6%. D'accord?
Donc, faites le calcul vous-même. Si vous avez un déficit budgétaire de 5% pour un PIB de 3 000 milliards de dollars, on est en train de dire que, allez, tous les ans, c'est à peu près 150 milliards de dollars de déficit que vous avez. Est-ce que le déficit dit tout simplement, c'est que vous dépensez plus que vous ne gagnez d'argent? C'est aussi simple que ça. Vous vivez au-dessus de vos moyens puisque le déficit doit se financer et par conséquent, il faut aller chercher de l'argent pour financer ce déficit. Mais ce déficit budgétaire, c'est-à-dire les dépenses qui sont liées à l'État, OK, et à ces dépenses donc de salaire, euh, enfin, et notamment à son train de vie. D'accord? Et je ne vais pas le qualifier. Ce n'est pas mon rôle. Imaginez simplement qu'on ramène ce déficit à 2,5% ou même à 3%. Alors, faisons l'exercice de le ramener à 2%, parce que vous savez que dans les critères de convergence, dans beaucoup de nos zones économiques, on a accepté un déficit d'à peu près 3% comme une bonne limite. D'accord? On ne devrait même pas parler de déficit, si vous voulez mon avis. Mais bon, accommodons-nous de ces 3% de déficit. OK? D'accord. Donc, si vous dites que vous coupez ce déficit en deux, d'accord? Les 150 milliards de déficit budgétaire vous dégagent automatiquement 75 milliards de dollars. D'accord? Donc, le début de la richesse, c'est la dépense que vous ne faites pas. D'accord? Le début de l'économie, c'est la dépense que vous ne faites pas. Donc, à partir de ce moment-là, on est en train de dire mathématiquement que un tout petit peu de discipline budgétaire, un tout petit peu de discipline budgétaire pourrait dégager une masse d'argent suffisante pour régler le problème de notre déficit en infrastructure. Et si on le fait, on n'a plus besoin d'aller tendre la main ni au FMI, ni à la Banque mondiale, ni à tous ces organismes-là qui ensuite vont venir nous dire, j'ai rien contre eux, ce sont les institutions de Bretton Woods qui sont là depuis 1945 et qui ont la vocation d'accompagner le développement. Et je ne vais pas être plus critique que je ne dois l'être parce que chacun de nous est assez, allez, réaliste sur le rôle en matière de développement que ces institutions ont pu jouer. Et je referme la parenthèse. Mais si on fait l'effort nous-mêmes, on peut se dire très objectivement que nous avons la capacité, en tant qu'Africains, de financer une part importante de nos besoins en infrastructure. D'accord? Donc pour moi, voilà, c'est le premier sujet. On n'a que 20 minutes, donc je ne vais pas élaborer plus longtemps là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on continue de dire que on a un agenda pour 2060, donc on entend se projeter encore sur les 40 prochaines années, sur les secteurs, etc. Euh, bon, j'ai rien contre le fait qu'on fait de beaux plans. Après, tout est dans les détails et surtout dans la capacité d'exécution. C'est pas tout de faire de beaux plans, mais d'avoir la capacité d'exécution. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est, allez, euh, regardons maintenant, parce que une fois qu'on parle de financement, on se tourne tout de suite vers le secteur bancaire. Mais les banques font quoi dans tout ça? Hein? Nous, pauvres petits entrepreneurs, on essaie d'avoir des prêts de temps en temps. C'est toujours un peu compliqué. Donc la question, c'est comment est-ce que le secteur bancaire accompagne le développement de notre continent? Et j'ai fait une revue très simple. J'ai regardé la profondeur du crédit bancaire donc au plan international. Je regarde à peu près, si je prends l'Afrique subsaharienne, euh, quelle est la contribution du secteur bancaire au PIB donc, de chaque pays de l'Afrique. L'Afrique subsaharienne, c'est à peu près 27%, donc pas plus de 30%. Dans d'autres régions du monde, on est à peu près à 69%. Donc ça nous donne déjà une idée. Se dire, est-ce que notre secteur bancaire africain prête suffisamment à l'économie pour qu'elle se développe? Et si ce n'est pas le cas, où est le problème? D'accord? Alors, c'est vrai que c'est très hétérogène à l'échelle de l'Afrique, hein. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand je parle de l'Afrique, je vais me permettre un peu de généraliser, mais l'Afrique est très diverse. À Maurice, le problème ne se pose pas parce que
Euh, le secteur bancaire mauricien finance plus de 80%, plus de 80, 70% donc, du PIB, donc l'économie. En Afrique subsaharienne, on est à une moyenne de 27%. Et dans un certain nombre de pays qui sont relativement faibles sur le plan économique, on est qu'à moins de 10%. Donc, c'est pour dire que, voilà, je mets ça aussi en perspective pour dire, et surtout ne me jetez pas, j'ai pas envie de me jeter en pâture et être demain me voir reprocher d'avoir dit des choses un peu hasardeuses, mais en tout état de cause, on n'est pas tout à fait au même niveau. Une fois que j'ai dit ça, quelle est la problématique réelle? D'accord? La problématique réelle aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez des besoins de financement d'infrastructures, il vous faut du capital long. Alors, vous ne pouvez pas financer du capital long avec des crédits à court terme. Ce mismatch-là, ça coûte très cher et ça pose la problématique donc, de la structure du bilan des banques, ok? Ou en tout cas de leur accès à des ressources qui sont longues. Ok? Et ça, c'est un frein. Et justement, une des façons de régler ces problématiques-là, c'est de regarder la taille des banques. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, les banques sont trop petites. Donc, chaque fois que je dis ça, je me fais taper dessus, mais je vais le redire. Les banques sont trop petites. Elles n'ont pas la taille qu'il faut pour soutenir, je dirais, les investissements qui sont à faire, parce que très simplement, voilà, il faut des fonds propres pour faire de la banque. Et ce n'est pas pour rigoler, mais euh, ben, ça m'amuse de temps en temps de lancer cette espèce de truc. Dans la banque et dans le secteur financier, small is not beautiful. C'est aussi simple que ça. OK? Euh, euh, deuxièmement, aujourd'hui, parce que les États n'ont plus accès à des lignes de financement au niveau des banques centrales, elles sont en compétition avec le secteur privé sur le peu de capital qu'il y a. Donc, il y a une espèce de crowding out. Et quand on regarde le bilan des banques, une bonne partie de leur bilan est investie dans des bons d'État. Donc, c'est plus facile de financer euh, les emprunts obligataires des États, les bons du trésor de l'État et toutes ces choses-là qui en plus sont refinancées par la Banque centrale que de financer l'économie réelle. Ça, c'est un vrai problème, ce qui fait qu'il y a un effet d'éviction. Et ça, il ne faut pas se le cacher. Je pense que les banques centrales aujourd'hui en prennent conscience et elles sont en train d'essayer de pousser les banques à prêter un peu plus. Mais pour prêter un peu plus, il faut bien entendu s'assurer que la structure des fonds propres euh, puisse y faire face. Et puis, dernier élément, les marchés de capitaux sont encore relativement faibles. Nos bourses des valeurs n'ont pas encore, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, ni la profondeur ni la liquidité nécessaires pour répondre aux enjeux. Donc voilà la problématique. Elle est là, on la connaît. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Bien entendu, il y a des pistes. On connaît le rôle que tous ces acteurs-là sont censés jouer. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut oser. Et ça, c'est ça le message que je veux passer. Il faut sortir des sentiers battus. Beaucoup de nos marchés ne sont pas sophistiqués. Ils sont restés très basiques et très primaires. Euh, Quand on en parle, les gens nous disent, mais écoutez, il faut être prudent, il y a eu beaucoup de casse dans d'autres environnements, il faut aller pas à pas. Mais le problème, c'est que au rythme où la croissance démographique avance, au rythme où notre croissance économique, elle aussi, se situe, il y a un besoin réel d'accélération. Si on n'accélère pas le rythme et si on ne fait pas les choses différemment, on va se retrouver très rapidement avec une équation qu'on aura du mal à régler. OK? Et c'est l'équation de notre jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi, à qui on ne peut pas donner les bonnes réponses en termes de revenus, de revenus basiques. Et faites attention parce que euh, ça, je prépare ça depuis juste quelques jours, mais l'actualité nous rattrape. Regardez ce qui se passe à Madagascar en ce moment. Les jeunes se lèvent et puis ils disent assez. Regardez ce qui se passe au Maroc. Euh, Ce n'est plus politique. C'est une revendication simple de jeunes qui disent on veut des emplois, on veut que la société soit gérée différemment.
on veut qu'il y ait des investissements, on veut qu'il y ait des choses qui changent notre vie. Et ça, pour moi, c'est ça le sujet. Donc, quand on parle de financement de l'économie et quand on parle de financement au sens large, c'est juste pour dire que plus que jamais, et je vais finir là-dessus, nous avons le devoir de nous montrer un peu plus innovants, d'aller chercher des solutions africaines, d'avoir une vraie dynamique d'intégration pour que euh, on puisse lever les ressources nécessaires qui peuvent être trouvées d'ailleurs pour une bonne partie localement pour adresser cette problématique de financement. Je pourrais passer des heures là-dessus, mais je suis obligé de m'arrêter parce que euh, bien entendu, ce n'est pas le seul sujet de notre euh, Discussion. masterclass d'aujourd'hui. Mais j'espère simplement avoir partagé avec vous certaines de mes préoccupations, qui ne sont pas simplement des préoccupations d'économistes, hein, ce sont des préoccupations d'Africains. C'est Ok. Ce ça. sont des choses que je vois sur le terrain, auxquelles on est confronté tous les jours. Ce sont des problématiques qui sont réels, qui ne doivent pas d'ailleurs être cantonnées au domaine des économistes. Vous savez, c'est pas ce que je viens de vous dire. Euh, Excusez-moi si ça vous a paru compliqué, mais si je peux faire plus simple, je le ferai pour que chacun de nous comprenne que ce n'est pas le domaine réservé de nos dirigeants ou de nos économistes ou de nos grands penseurs. Ce sont des problèmes qui nous concernent tous en tant qu'Africains et il faut qu'on le prenne à bras le corps. Voilà, j'arrête ici. Madame. Et puis, donc, si je n'ai pas trop dérapé en termes de timing, je pense Non, on peut peut-être passer au à prochain. l'interview. Voilà. Déjà, merci énormément parce que c'est une sorte d'entonnoir. Vous nous avez dressé une sorte de contexte de la discussion en nous montrant le rôle des États et l'effort qui peut être fait pour trouver une solution pour combler le gap, le rôle des banques et également des pistes de solutions qui peuvent être apportées au niveau du développement du secteur privé s'il était bien financé par les banques. Vous nous avez montré les conséquences qu'on commence à voir hein, surgir dans certains pays. Et cette interview, étude de cas qu'on va aborder dans quelques instants, c'est aussi vous demander votre rôle à vous. Le rôle de Chalky aujourd'hui, comment vous agissez à votre humble niveau pour justement aider à compenser ce gap structurant en termes d'investissement infrastructure. Et c'est pour ça qu'on a choisi minutieusement cette thématique ensemble. Vous avez mis l'accent pas uniquement sur l'investissement, parce que quand on échangeait, je vous disais, bah, comment je pense à Schalke et à Genesis, je vois l'investissement. D'où l'étude de cas, comment Schalke investit dans des PME africaines pour en faire des champions régionaux. Et là, vous avez dit non, attention, c'est pas que l'investissement. On accompagne et on développe ces PME. Et je pense que voilà, c'est cette keynote nous permet de voir un petit peu le contexte et maintenant de vous poser la question à travers cette interview étude de cas, comment Schalke accompagne et développe des PME africaines pour en faire des champions régionaux. Ma première question pour vous, Monsieur Kier, c'est, je pense que votre parcours, on le connaît un petit peu, mais si vous souhaitez revenir brièvement dessus pour nous appuyer peut-être, qu'est-ce qui vous a mené à travailler hein, sur cette réalité, le développement des PME africaines? Pourquoi aujourd'hui pour vous c'est un combat? Bah, écoutez, merci. Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, en petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.